Cette semaine, l'expo rétro spéciale Vampire ouvre ses portes à la Cinémathèque française, ce qui nous a donné envie de revenir dans Blow Up sur l'une des plus célèbres créatures du cinéma fantastique. Car des vampires au cinéma, il y en a, des plutôt âgés dans le Dracula de Coppola, ou des plus jeunes dans Twilight, des vampires au masculin avec Jude Law dans La sagesse des crocodiles, ou au féminin avec Anne Parrillo dans Innocent Blood, des vampires noirs dans Blackula, ou blancs dans Génération perdue, venus d'Italie dans Le masque du démon, du Danemark dans Vampire, de Corée dans First, du Pakistan dans Dracula au Pakistan, et même de l'espace comme Mathilda May et ses copains peu vêtus dans Life Force. Bref, des vampires au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors pour commencer, remontons les années et revenons au temps du muet avec Le Manoir du Diable, réalisé par Georges Méliès en 1896, dans lequel apparaît pour la première fois un personnage maléfique ressemblant fortement à un vampire, peur du crucifix à l'appui. En 1922 vient Le Nosferatu de Friedrich Murnau, l'une des premières adaptations du roman Dracula de Bram Stoker, une adaptation d'ailleurs pirate, ce qui a valu à Murnau procès et interdiction. En 1931 vient le Dracula de Todd Browning avec Bela Lugosi, où Dracula est pour la première fois doté d'une voix. I am Dracula. En 1958 vient Le Cauchemar de Dracula de Terence Fisher, produit par le studio Hammer, et pour la première fois, la couleur. Un cauchemar de Dracula qui révèle en prime Christopher Lee en prince des ténèbres, classieux, presque raffiné. I am Dracula and I welcome you to my house. Et l'instant d'après, un Dracula nettement plus animal. Et puis au fil des années, de nouvelles versions, des remakes, des palimpsestes, signé Werner Herzog avec Klaus Kinski dans le rôle de Nosferatu, signé Francis Coppola, nous le citions en ouverture, avec Gary Oldman dans le rôle de Dracula, comme si une histoire originelle, sans cesse, se régénérait, renaissait de ses cendres et revenait sous différentes formes, en comédie loufoque avec Abbott et Costello, confrontés au vampire Bela Lugosi dans Denis Go contre Frankenstein, mais aussi en film érotique avec Lèvres de sang de Jean Rollin, ou encore en film d'animation pour enfants avec Hôtel Transylvania, Peekaboo, sans oublier en film de danse et de ballet avec le Dracula de Guy Maddin. Des films qui jouent pour la plupart de l'imagerie gothique chère à Bram Stoker, mais d'autres font aussi voyager Dracula dans le temps. Le vampire Christopher Lee découvre par exemple le monde moderne dans Dracula 73, ce que le générique résume en un mouvement de caméra. Un paradoxe temporel sur lequel joue également Tim Burton dans Dark Shadows, en propulsant le vampire Johnny Depp dans les années 70, avec du coup quelques découvertes inattendues. Des vampires plutôt éloignés de leurs forêts et montagnes d'Europe centrale originelle, par exemple plongés dans le froid de l'Alaska dans 30 jours de nuit, ou plongés dans la chaleur accablante de l'Oklahoma dans Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow. Des vampires toujours attirés par le monde de la nuit et donc par les boîtes de nuit. En tous les cas, Catherine Deneuve et David Bowie dans Les Prédateurs, au rythme de l'opportun Bela Lugosi's Dead du groupe Bauhaus, mais aussi Guillaume Canet et Asia Argento dans Les Morsures de l'aube, ou encore Georges Clooney et sa bande dans Une nuit en enfer. Jusqu'ici, tout va bien. Sans oublier Wesley Snipes, chasseur de vampires belliqueux en boîte de nuit lui aussi dans Blade. Mais à part ça, eh bien les chasseurs de vampires, justement, le plus célèbre d'entre eux, le professeur Van Helsing, inventé par Bram Stoker, a été incarné à de nombreuses reprises par Peter Cushing, ici dans Le Cauchemar de Dracula, mais aussi plus récemment par Hugh Jackman, pro de l'arbalète, dans Van Helsing. Sinon, dans Vampire de John Carpenter, James Woods et ses copains sont des chasseurs de vampires aux méthodes plutôt originales.
Et enfin, dans Abraham Lincoln, chasseur de vampires, Benjamin Walker incarne le président américain qui combat à la hache, mais oui, des vampires ségrégationnistes, mais oui, aussi. Mais encore, eh bien certains personnages de l'histoire du cinéma se croient vampires sans l'être officiellement. C'est le cas notamment du jeune Martin, dans Martin de George Romero, persuadé d'être un vampire et passant à l'acte, dans un train. Sinon un personnage historique, la comtesse Báthory, s'est rêvée en vampire ponctionnant le sang de jeunes victimes dans la Hongrie du XVIe siècle, ce que raconte Julie Delpy dans La Comtesse. Une comtesse Báthory dont on a également pu voir une version modernisée dans Les Lèvres Rouges avec la complicité gourmande de Delphine Seyrig. Mais encore, eh bien là où les métaphores, car le vampirisme, souvent, en appelle à l'interprétation, voire l'extrapolation. C'est par exemple dans Persona d'Ingmar Bergman, la relation complexe et finalement vampirique entre Liv Ullmann et Bibi Andersson, que certaines scènes explicitent très clairement. C'est aussi la métaphore sociale, à l'œuvre dans Traitement de choc d'Alain Gessua, où Annie Girardot découvre les coulisses d'une clinique tenue par Alain Delon, qui vole le sang des plus démunis pour alimenter de riches clients fantasmant l'immortalité. Qu'est-ce que vous voulez encore savoir ? Enfin, le vampirisme a trait évidemment au désir, au sexe et à l'abandon, et ce dès les productions Hammer des années 60, comme ce Dracula et les femmes, avec une nouvelle fois Christopher Lee. Un désir dangereux, incontrôlable, que l'on retrouve également dans Vamp, avec Grace Jones en vampire sensuel, mais aussi dans Trouble Every Day, avec un Nicolas Duvauchel brûlant de désir pour Béatrice Dalle, et réciproquement. Sans oublier les variations homosexuelles au masculin dans Entretien avec un vampire, ou au féminin dans Vampiros Lesbos. Et puis, sexe, sang et contamination oblige, le sida est devenu indissociable du film de vampire et infuse par exemple le Dracula de Coppola, où l'on aime et l'on condamne dans un même mouvement mortifère. Drink and join me in eternal life. Une épidémie par le sang que déjà Tony Scott, visionnaire en 1983, évoquait dans le déjà cité Les Prédateurs, avec un David Bowie se rendant à l'hôpital, porteur d'une maladie encore méconnue. Enfin, il y a la drogue, certains films comme The Addiction d'Abel Ferrara, développant les liens entre soif de sang et drogue, avec une Lily Taylor contaminée dans les bas-fonds new-yorkais, puis en manque, puis en plein trip. Une métaphore de la morsure et du shoot, que file également Paul Morisset dans Du sang pour Dracula, avec la complicité d'Udo Kier. Une métaphore que l'on retrouve également chez les vampires très rock d'Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Un lien entre le vampirisme et la drogue explicité également dans The King of New York, avec des trafiquants assistant à une projection de Nosferatu. Une mise en abîme qui nous fait penser que souvent au cinéma on regarde le film de Murnau, comme par contamination, que ce soit dans Aimez-vous Hitchcock de Dario Argento, dans Scream 2 de Wes Craven, dans Killing Zoe de Roger Avary, ou encore dans Entretien avec un vampire de Neil Jordan, avec un Brad Pitt fasciné par l'invention du cinématographe. C'est que vampirisme et cinéma ont toujours entretenu un certain rapport. Déjà, l'idée ancestrale, à l'œuvre à la fin de L'ombre du vampire, selon laquelle le cinéma prend, vole de la vie au réel. Une concordance qui culmine dans le Dracula de Coppola, avec cette troublante coïncidence. Le cinématographe et le personnage de Dracula ont été inventés à la fin du XIXe siècle, quasiment au même moment. C'est pourquoi Coppola filme la première rencontre entre Dracula et Mina avec une caméra pâtée des premiers temps. Une rencontre qui se concrétise ensuite, Contagion, dans une salle de cinéma, là aussi, des premiers temps. I shouldn't have come here. Bref,
Si on ajoute Bernard Ménez et sa saillante moustache dans Dracula père et fils, mais aussi Leslie Nielsen et sa saillante perruque dans Dracula mort et heureux de l'être, Dracula. sans oublier Pierre Richard, vampire précautionneux dans Le Distrait, ou encore Les Mignons, tout content dans Les Mignons, on peut dire que les vampires sont au cinéma partout, ce qui nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, illico presto, pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial vampire au cinéma. Notre numéro 5 concerne Tim Burton, lequel a grandi avec les classiques du cinéma de vampires. Le cinéaste a par exemple rendu hommage à Christopher Lee, le faisant fréquemment apparaître dans ses films, par exemple en bourgmestre autoritaire dans Sleepy Hollow. It is you, Ichabod Crane, who is now put to the test. Mais aussi en montrant un extrait furtif du cauchemar de Dracula dans Frankenweenie. Et puis évidemment, Tim Burton a rendu hommage dans Ed Wood à l'autre grande figure du vampire, Bela Lugosi, filmant l'amitié entre l'acteur vieillissant et le cinéaste Z, une amitié indéfectible, et ce, jusqu'à la mort. Whose crazy idea was it to bury him in the cape? I heard it was in the will. It was how he wanted to be remembered. Could you run it again? Notre numéro 4, le vampire ne se reflète pas dans un miroir, ça tout le monde le sait, et plus encore depuis le Nosferatu de Werner Herzog, comme le constate Isabelle Adjani, et encore plus encore depuis le bal des vampires, comme ne vont pas tarder à le constater Roman Polanski, Sharon Tate et Jack McGowan. Notre numéro 3, pour nous le plus beau, la plus belle, pour être précis, des vampires modernes, la jeune Ellie dans Morse de Thomas Alfredson, une vampire que fréquente le jeune Oscar lors d'échanges prudents à travers des portes vitrées, et de vampires. Puis lors de rencontres moins prudentes, et enfin lors de rapprochements tout en caresses, à la fois douces et menaçantes.
Notre numéro 2, Les Prédateurs de Tony Scott, certes un film que nous citons souvent dans Blow Up, mais ce n'est quand même pas sur un top 5 sur les vampires que l'on va se gêner. À nouveau des rapprochements, mais cette fois plus érotisés, entre Catherine Deneuve, la vampire, et Susan Sarandon, la non-vampire, sur le Lakmé de Léo Delibes, et toujours cette douceur menaçante, en raison notamment d'un montage très, très coupant. Enfin notre numéro 1, revenons une dernière fois au Dracula de Francis Ford Coppola, et plus précisément à sa principale originalité, son prologue, qui revient sur la naissance du mythe, l'amour, la mort, le sang et le deuil impossible, porté très haut par la musique de Wojciech Kilar. Il fut un temps, notre adolescence, où nous pensions que cette ouverture était la plus belle de l'histoire du cinéma. Nous avons depuis quelque peu tempéré notre jugement, forcément, mais finalement, on se demande bien pourquoi. Ormai si ingroviato. Sufle tu lì, non mai poati più salvare. Este blestemata. Asta e legea, lui Dumnezeu. Asta este răsplata mea pentru apărarea bisericii. Legea nu doar ce face de tot el, ele pe tine ca să vedeți. Dumnezeu! Amuel ridic carne morți. Și răzbun. What? Zilele este viața și vor fi și viața mea.